France. Donc c'est une création toute récente et aucune dans la région Rhône-Alpes où se situe Saint-Étienne, pour information des étudiants de Djibouti, pour qu'ils connaissent un peu mieux la géographie de la France. L'école d'économie est aussi pertinente à Saint-Étienne puisqu'elle est adossée au laboratoire GATT Lyon-Saint-Étienne, le GATT qui est le groupe d'analyse et théorie économique. Groupe d'analyse de théorie économique de l'université et donc de l'école d'économie, qui est un des principaux laboratoires français de recherche en économie, bénéficiant d'une renommée internationale. Et enfin, Saint-Étienne bénéficie d'une solide expertise stéphanoise dans les formations en économie depuis plus de 20 ans, avec des partenaires de premier plan tels que Sciences Po Lyon ou les Mines Saint-Étienne. Parmi les spécificités de Saint-Étienne School of Economics, on peut en dénombrer environ 6. La première spécificité concerne son domaine d'expertise. C'est une expertise reconnue dans le domaine de l'aide à la décision individuelle et collective. On y reviendra dans la présentation des formations. C'est véritablement la spécificité de l'école d'économie de Saint-Étienne, à travers l'innovation, l'environnement, la santé, le big data et l'intelligence artificielle. L'international est aussi une spécificité de l'école, puisque les formations proposées sont résolument internationales pour s'ouvrir au monde, avec notamment le parcours International Track dès la première année, avec 50% des cours proposés en anglais, un master intégralement en anglais, le Political Engineering, un master en codiplomation avec le Canada. Les formations, c'est aussi 20% d'étudiants internationaux en master et des bourses de mobilité proposées à l'étranger. La professionnalisation est aussi une spécificité de l'école et de nombreuses écoles aujourd'hui. On met vraiment l'accent sur la professionnalisation des formations avec des interactions étroites avec le monde professionnel, des masterclass et des cours assurés par des professionnels. Jusqu'à 50% en Master 2 des cours sont assurés par des professionnels en activité, évidemment. Des stages obligatoires en licence 3 et Master, possibles aussi en licence 1 et licence 2. Jusqu'à 1 an de stage cumulés en master sont proposés. La réalisation de projets pour des commanditaires et un master en alternance. On y reviendra lors de la présentation des formations de l'école. La recherche est une spécificité très forte de l'école d'économie de Saint-Étienne, puisque les formations sont nourries par la recherche. J'ai mentionné le GATT, le laboratoire GATT, mais il y a aussi des ateliers thématiques de la première à la troisième année, des enseignements par des enseignants-chercheurs qui contribuent aux avancées scientifiques de leur discipline, qui sont ces mêmes enseignants-chercheurs qui font partie du laboratoire de recherche en sciences économiques, le GATT Lyon-Saint-Étienne. Et 5% de nos diplômés de master poursuivent leurs études en doctorat. La pluridisciplinarité est une autre spécificité de l'école d'économie. Il s'agit ici de croiser les disciplines pour éclairer les questions économiques, ne pas faire des techniciens en économie, mais plutôt des étudiants polyvalents. Les formations proposent par exemple le DU Sciences Po et économique, disponible en L1 et L2, qui permet à un étudiant de s'inscrire en licence d'économie et de valider parallèlement, dans le même temps, un DU en Sciences Po et économie, en rajoutant des matières spécifiques. On y reviendra aussi dans la présentation des formations. Et le renforcement progressif d'une discipline complémentaire, comme la gestion, sciences politiques ou sciences des données. La pluridisciplinarité se reflète aussi à travers la mixité des publics, qu'ils soient étudiants et enseignants. On retrouve au sein des promotions des étudiants économistes, politistes, ingénieurs, gestionnaires, géographes, mathématiciens ou informaticiens, de même que le corps enseignant provient de l'ensemble des disciplines que je viens de mentionner aussi. Enfin, la réussite étudiante est véritablement au cœur du projet de l'école, puisque c'est véritablement une priorité de l'école. La pédagogie est centrée sur la réussite de l'étudiant, avec des modules de prérequis en licence 1 et master 1, un contrat de formation, il s'agit ici de moduler la durée des études pour faciliter l'emploi étudiant avec des césures ou des codiplomations,
Les promotions sont de taille maîtrisée. On envisage des promotions qui ne dépassent pas 30 étudiants et qui assurent flexibilité, réactivité et proximité avec les enseignants. Des bourses d'études sont par ailleurs attribuées par l'école aux étudiants. Concernant l'organisation des différentes formations entre les licences et les masters, je te laisse prendre la main, Oui, Stéphane. alors bon. Donc, comme ça vient juste d'être dit, hein, on n'est pas dans un format université où on aurait beaucoup d'étudiants, on aurait des amphis bondés. On est dans un format d'université où on aurait de petites promos hein, de 30 étudiants à 60 en N1, 60 étudiants en licence 1. Et après, dans les différents parcours de master, on est dans des promos de 25, 30 étudiants maximum. Donc, c'est très important hein, pour nous, pour assurer voilà, une pédagogie au quotidien, on être proche des étudiants tous les jours dans les différentes matières, pouvoir répondre, avoir le temps de répondre à leurs questions, leur trouver des financements pour les étudiants les plus méritants. Et tout ça nécessite d'avoir voilà, des promotions à maîtriser. Je vais présenter d'abord la licence. Comme vous voyez, il y a 3 parcours, mais en fait, il n'y en a que 2. Hein. C'est le premier parcours, c'est un parcours international qui est véritablement sélectif, hein, avec moins de 25 étudiants. Donc ce parcours international, les 2 premières années, les cours se feront en français et en anglais. Donc l'idée, voilà, c'est de préparer les étudiants à rentrer sur le marché international et maîtriser à la fin de leur cursus parfaitement la langue anglaise, ou plus exactement le globish, hein, ça demande un anglais de travail. Voilà. Et le deuxième parcours qui vous est, je pense, le plus directement adressé, hein, c'est un parcours standard, qui se fait intégralement en français. Voilà. Vous voyez apparaître un parcours option santé, c'est un parcours très particulier. On accueille des étudiants qui veulent passer le concours de médecine. C'est pas que ce parcours vous interdit, mais a priori, c'est pas le parcours qui vous intéresserait le plus. Donc ça s'adresse à des lycéens qui veulent tenter le concours de médecine et, en cas d'échec, pourraient poursuivre dans des études de Sciences Éco parce qu'ils auraient suivi des matières spécifiques. Donc voilà, on a ces 2 parcours quand même qui représentent le gros des troupes. Et pour les étudiants désireux hein, d'approfondir leurs compétences en sciences politiques et dont on les aura jugés capables de le faire, vous pouvez avoir accès à un DU, donc c'est un diplôme supplémentaire hein, qui est délivré par Sciences Po. Voilà. Ah oui, alors juste pour vous parler du contenu, hein, le contenu est assez standard, hein, mais nécessite quand même une appétence, on va dire, pour les techniques quantitatives. Donc, il ne faut pas avoir peur de faire des mathématiques. Il y en a. Il y en a notamment en microéconomie, en macroéconomie. Donc, on demande quand même un niveau en mathématiques. On enseignera également l'informatique, la gestion, et l'économie étant une science humaine, hein, une importance aussi toute particulière sera donnée à toutes les matières qui gravitent autour des sciences éco, c'est-à-dire la sociologie, la science politique, le droit, un petit peu l'histoire. Et bien sûr, même dans le parcours en français, il y aura un enseignement en langue, et particulièrement en langue anglaise, hein, qui est absolument nécessaire en économie. Voilà. Alors, une fois la licence 2 validée, vous pouvez passer en licence 3 avec tous les étudiants hein, suivent largement un tronc commun avec les matières fondamentales de Sciences Éco et les étudiants pourront en licence 3 colorer leur diplôme, soit en renforçant
l'aspect sciences politiques de l'économie, donc c'est le parcours analyse des politiques territoriales, soit au contraire en s'impliquant davantage dans les matières liées à la gestion, au management, à la finance, ou enfin en se renforçant en mathématiques et en sciences des données. Donc je vais détailler un petit peu ça. L'idée, c'est que dans tous les cas, vous suivrez des cours de microéconomie, de macroéconomie, des cours d'économie du travail, voilà, des cours qui sont fondamentaux dans un parcours de licence de sciences économiques. Mais on vous propose des cours qui sont plus atypiques et qui peuvent vous permettre d'avoir un avantage comparatif en master. Par exemple, voilà, si vous choisissez de faire des probabilités avancées, bien, vous saurez pratiquer les chaînes de Markov à la fin de la licence 3, ce qui est normalement réservé plutôt à des étudiants en mathématiques et ce qui est très utile dans modélisation économique. Ceux qui suivent le parcours gestion et financement des organisations pourront par exemple tenter des écoles de commerce ou s'impliquer davantage dans nos masters qui nécessitent plus de gestion. Et enfin, pour ceux qui sont intéressés par les sciences politiques, là aussi, vous pourrez préparer peut-être le concours de Sciences Po ou intégrer une école Sciences Po, où vous intégrez plus facilement ou de manière plus naturelle des masters qui sont, disons, moins durs sur les sciences mathématiques, les masters d'économie qu'on a, qui sont moins durs sur les sciences mathématiques, ou des masters de Sciences Po pures. Donc, il faut savoir, la fin de nos licences 3, on a sur une quinzaine, vingtaine d'étudiants. Pour vous donner une idée, l'année dernière, nous avons eu un étudiant qui a réussi le concours de l'ENS-ULM, un étudiant qui a réussi Polytechnique, et deux étudiants qui sont partis à Paris-Saclay, et une qui est partie à Schema. Donc, on a un bon taux d'intégration dans des écoles prestigieuses françaises. Donc, voilà, on attend quand même un haut niveau, on forme un haut niveau en sciences économiques. On fait de même en master. Donc, on a une mention globale de master qui est courante en France, qui s'appelle Analyse et politique économique. Et on a divisé cette mention en 3 parcours. Donc, un premier parcours qui s'appelle Conseil en développement territorial. Alors, c'est pour les étudiants vraiment qui aiment l'économie appliquée en lien avec la science politique. Dans ce parcours, vous avez une bonne moitié des étudiants qui viennent de Sciences Po et une moitié des étudiants qui viennent de nos formations en sciences éco. Elles forment à quoi? Elles forment principalement à des métiers liés au développement territorial, comme son nom l'indique. Donc, des gens qui vont aider les élus au quotidien, que ce soit pour les questions d'éducation, les questions d'environnement, les questions urbaines de manière générale. Voilà, donc c'est plutôt un parcours moins mathématisé, mais qui nécessite de très bonnes compétences en français, pour le coup, et un bon esprit de synthèse, de bonne capacité à résumer, à faire des notes de conseils, etc. Voilà, c'est un master aussi en apprentissage. Donc, ça veut dire qu'une partie de vos études en master 2 se fera dans une structure, souvent une structure publique, où vous serez en partie financé. Le deuxième parcours qui s'appelle Data Science et Management de l'innovation. Donc là, c'est un parcours très centré sur l'idée de l'exploitation de l'information et de la gestion de l'innovation. Voilà, donc c'est un parcours qui nécessite des compétences de formalisation, une appétence pour les données, pour le traitement des données, une appétence pour l'utilisation de l'outil informatique. Et donc l'idée, c'est
que vous sachiez faire, sachiez traiter des données, par exemple des données textuelles, et puis les transformer en informations stratégiques pour aider les entreprises, par exemple. Ça vous aider une entreprise à mieux connaître son image sur Internet, ouais. Par exemple, faire ce genre de choses, les entreprises ou les organisations de manière générale. Et le troisième parcours, Political Engineering, qui est entièrement en anglais. Un anglais, il ne faut pas que ça soit trop rebutant non plus, hein, on ne demande pas un très haut niveau d'anglais. C'est un parcours qui est très formalisé, donc ça peut se suivre, hein, même si vous n'avez pas un très très haut niveau d'anglais. C'est pas ce qu'on réclame. C'est pas la priorité de ce parcours, c'est pas que vous sachiez très très bien parler anglais. Par contre, il est absolument nécessaire d'avoir une vraie appétence pour les mathématiques. C'est plutôt là le critère de sélection. Donc, il y a quelques étudiants qui pourront venir de filières scientifiques pures, hein, type mathématiques, ingénierie. On a des élèves de l'école des mines de Saint-Étienne qui suivent ce parcours. Et bien sûr, des étudiants qui restent majoritaires, hein, des étudiants de sciences économiques. Donc, ce parcours est centré sur, un peu comme le parcours Data Science, hein, sur le traitement des données, sur l'intelligence artificielle et sur l'aide à la décision de manière très générale. Donc, il se décompose un peu en 3 parties. Vous avez une partie qui est très liée à ce qu'on appelle l'économie normative. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de créer des outils d'aide à la décision sur des principes, à partir de principes philosophiques qu'on arrive à formaliser et à intégrer dans des outils de décision publique. Donc, on vous forme vraiment à faire ça, c'est-à-dire pas être des presse-boutons, appliquer des méthodes sans comprendre les philosophies ou l'éthique qui est derrière, mais à modéliser l'éthique et à l'intégrer dans des outils de décision. On vous forme également beaucoup à la microéconomie et à la théorie des jeux, qui servira notamment à regarder si une institution ou si une méthode de décision a des failles. D'accord? Donc, voilà, est-ce que telle institution n'a pas, est-ce qu'il peut pas avoir émergé des paradoxes ou est-ce qu'on ne peut pas la manipuler? Par exemple, si vous pensez à du vote, est-ce qu'on peut pas manipuler certains votes pour favoriser une élection? Voilà. Donc, pour ça, vous avez besoin de beaucoup de la théorie des jeux, de la théorie du choix social, mécanisme design, ce genre de choses, et de l'outil de simulation. Donc, c'est pour ça qu'on va faire aussi de l'intelligence artificielle, hein, intelligence artificielle et simulation pour tester un petit peu, avoir des images, des courbes, hein, qui expliquent un petit peu ce qui peut se passer et comment on pourrait le modifier. Donc, voilà. Mais c'est un parcours qui est assez, encore plus sélectif, quoi, et qui prépare plus particulièrement au métier de la recherche, hein. Ceux qui veulent faire une thèse iront plus prioritairement dans ce parcours. Voilà. Et puis, bien sûr, après le Master 2, hein, vous avez des possibilités, on a des financements pour des thèses de doctorat. Encore une fois, hein, c'est un diplôme de plus en plus valorisé, notamment sur le marché international, mais aussi pour tous ceux qui voudraient travailler dans des grandes institutions, voilà, même en tant qu'économiste et pas forcément en tant que chercheur. Voilà, moi j'ai fini pour le contenu des formations. Alors, concernant les débouchés de la licence, les débouchés les étudiants qui ont suivi une licence ont accès au master de l'école d'économie et aux meilleures formations Bac+5 de France. On trouve des étudiants qui ont fait leur licence et qui intègrent des masters en France comme à l'étranger. Vous avez à l'écran deux témoignages d'étudiants qui ont suivi la licence au sein de l'école d'économie ou qui sont diplômés de licence ou des DU de sciences politiques et économiques. Je pense à Lisa Genevrier, par exemple, ou Pierre Pham Trong, dont vous avez leur témoignage à l'écran. Mais je voulais insister peut-être sur les débouchés à plus long terme de l'école. L'école, non seulement vous permet d'acquérir un certain nombre de compétences très importantes aujourd'hui, d'une part, de disposer d'une culture générale solide en économie, d'être au fait des résultats de la recherche en économie sur quelques grandes problématiques contemporaines.
vous permet de savoir formaliser un problème économique original, d'approcher un problème économique à partir de perspectives multiples, de maîtriser un langage de programmation, des compétences plus techniques, de savoir et gérer et analyser des données, et globalement de savoir communiquer de manière professionnelle à l'écrit comme à l'oral. Concrètement, les débouchés après le master sont multiples. Il faut retenir que le domaine d'études de l'école d'économie permet d'identifier un certain nombre de débouchés, mais ce qu'il y a de plus intéressant, c'est permet d'anticiper sur des métiers qui n'existent pas encore. Et ça, le domaine d'études ou des formations que propose l'école est pertinent sur ce sujet-là. Des métiers dont on ne connaît pas l'existence aujourd'hui apparaîtront demain dans les métiers je pense notamment aux métiers du big data et de l'intelligence artificielle, auxquels l'école se prépare sans pouvoir identifier aujourd'hui véritablement les métiers. Vous avez à l'écran 4 grandes carrières de métiers qui sont vraiment disponibles après une formation au sein d'une école d'économie. On retrouve nos étudiants dans les métiers du conseil, en tant que consultant en financement de l'innovation, consultant en business intelligence, consultant en politique publique. On retrouve les étudiants dans les bureaux d'études, comme business analyst, data scientist, chargé d'études socio-économiques, responsable de cellules de veille stratégique. Les étudiants trouvent des emplois dans tout le domaine du pilotage et de l'évaluation des politiques publiques. Là, on est plus en train de parler de la fonction publique, qu'elle soit de la fonction publique territoriale, qu'on travaille au sein de l'échelle municipale ou régionale, voire nationale, voire à l'international au sein des institutions et organisations internationales. Donc voilà, vous avez à l'écran un certain nombre de métiers, d'exemples de métiers auxquels les formations de l'école peuvent aboutir. En termes d'insertion professionnelle, on a quelques chiffres qui permettent d'identifier la réussite de nos étudiants qui trouvent globalement un métier. Alors là, les chiffres datent de 2017, ils seraient actualisés, mais globalement, tous les étudiants sont en emploi stable 2 ans après leur diplôme. C'est-à-dire qu'ils ont un emploi définitif 2 ans après leur diplôme. Voilà, nous sommes à votre écoute si vous avez des questions pour échanger davantage sur l'école ou revenir sur des éléments de présentation. On est à votre disposition. Merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation donc de votre nouvel établissement. Alors moi, je vais avoir une question. Je ne suis pas du tout économiste en la matière. Hein. Lorsqu'on avait changé, Monsieur Bartel, j'ai eu je n'avais pas forcément tout compris, mais c'est tout l'intérêt de votre intervention à tous les deux. Alors vraiment, merci pour toutes vos explications parce que ça donne bien le cadre aussi bien de la licence jusqu'au Master 2, puis effectivement sur la recherche. Moi, je vais avoir déjà une première question, parce que c'était des formations qui existaient plus ou moins déjà au niveau de Saint-Étienne, ou en tout cas des sortes. Donc, pourquoi avoir créé une école, enfin cette école-là en particulier? Quel est le but finalement pour de recréer encore un établissement? Alors, en fait, c'est une scission entre l'IAE qui, par nature, traditionnellement, les IAE se concentrent plus sur la gestion et le management. Voilà. Et de l'autre côté, les économistes qui devaient partager les cours avec la gestion. Donc là, l'idée, c'est de construire une licence, pas d'éco-gestion, mais une licence d'économie, des sciences économiques. Et de l'autre côté, à l'IAE, ils feront une licence de gestion. D'accord. Donc on dit, c'est plus le même diplôme en fait. À partir de la licence, c'est plus le même diplôme. Au niveau des masters, c'était déjà bien séparé, mais si on a de bons résultats, on avait des étudiants qu'on devait reformer un peu en accéléré parce que beaucoup plus d'heures que dans notre licence actuelle, étaient consacrées à la gestion. Donc là, on a vraiment des spécialistes. Ce qu'on forme, c'est des spécialistes en sciences économiques, avec des ouvertures en gestion, en management, en finance, parce que c'est nécessaire, pour les sciences économiques, mais de manière beaucoup moins centrée.
que dans les formations de type IAE. Voilà. Et par D'accord. ailleurs, on a eu aussi l'opportunité de créer une école de sciences économiques, et comme on l'a dit, hein, c'est la 6e de France. On a un peu sauté sur l'occasion, hein. Il y a 9 Sciences Po en France, il y a 6 écoles de sciences éco. Voilà, on a eu une opportunité, on a pu réaliser ça, hein, politiquement. On a sauté sur l'occasion. Voilà. D'accord. Pour des questions plus pragmatiques par rapport à des étudiants, donc vous disiez s'il n'y a effectivement pas beaucoup d'écoles d'économie et qu'en plus de ce que j'ai compris, donc vous avez des, euh, des classes qui sont plutôt à dimension humaine et réduite. Hein, c'est pas des grands amphis. Bon, c'est pas un reproche hein, pour les grands amphis. Hein, rassurez-vous, je sais que ça fait partie aujourd'hui maintenant des politiques de tous les établissements, c'est-à-dire effectivement d'être plus proche des élèves, plus proche d'eux en termes d'accompagnement, de suivi, etc. Donc forcément, même déjà à 50, ça doit commencer à être un petit peu difficile. Donc, est-ce que cela veut dire que la sélectivité est très importante ou est-ce qu'elle respecte encore un peu le schéma des universités plus traditionnelles, c'est-à-dire que bon, la licence, ça va encore, c'est-à-dire que tout le monde arrive encore un petit peu à passer, mais pour après intégrer un M1, ça commence à devenir difficile. Et puis, si c'est difficile aussi, qu'est-ce qui vous, en tant que nouvelle école, au parcours, qu'est-ce qui vous intéresse plus particulièrement comme parcours, comme profil d'étudiant, un étudiant qui voudrait s'inscrire chez vous en master, qu'est-ce qui vous intéresserait pour que vous puissiez le recruter, le sélectionner? Alors, en licence, hein, comme ça se fait maintenant de plus en plus dans de plus en plus d'universités, hein, on a un parcours qui n'est pas trop sélectif. On a juste des capacités d'accueil qui sont limitées. Donc, c'est un étudiant qui arrive en licence 1 et qui veut intégrer le parcours dit standard ne sera pas trop sélectionné. Il sera sélectionné juste en fonction de nos capacités d'accueil. On a voulu limiter aussi parce qu'on a une équipe pédagogique qui est réduite. Donc, on n'est pas très, très nombreux. Donc, il faut pour accueillir les étudiants dans de bonnes conditions, il fallait qu'on ait une capacité d'accueil qui suive, quoi. Et puis après, on a des parcours plus sélectifs, où là, on étudiera vraiment en détail les dossiers, les notes, et notamment, mais pas seulement, hein, les notes en mathématiques, parce que je sais que c'est souvent là que ça peut pêcher. Les mathématiques sont importantes dans l'école, aussi bien au niveau licence qu'au niveau master. Moins pour le parcours dit CDT, c'est-à-dire le parcours conseiller en développement territorial, où là, les étudiants se mélangent vraiment avec des étudiants de Sciences Po qui n'ont pas fait du tout de mathématiques dans leur cursus, ou très très peu. Et c'est ça reste quand même un parcours très sélectif, mais on ne jugera pas sur les mathématiques, moins, hein. On jugera davantage sur voilà, l'aisance en français, les capacités rédactionnelles, voilà, ce type de compétences, et puis de la culture générale, avoir un esprit critique, etc. Des compétences plus de Sciences Po, d'étudiants de Sciences Po. Voilà, donc on ne s'intéresse pas à un profil en particulier, on est même assez ouvert, hein. Si on a un profil qui ne respecte pas un petit peu les critères que je vous ai donnés, qui sont un peu caricaturaux, mais qui a un parcours excellent, qui a eu une formation un peu atypique ou un parcours un peu atypique, eh bien sûr, on l'accueillera tout en prévenant qu'il y a certains cours qui sont mathématisés en master. Voilà, mais bon, si l'étudiant ou l'étudiante est à un bon niveau et a une capacité d'apprendre vite, on pourra tout à fait lui donner quelques cours de rattrapage en été. Je le fais, c'est moi qui sélectionne les dossiers, hein. Donc je le fais vraiment, quoi. C'est-à-dire que si je vois un étudiant qui a eu des notes excellentes, mais qui n'a pas le profil tout à fait adapté, je vais lui écrire et lui expliquer le contenu réel des formations et ce à quoi il faut qu'il se forme
durant l'été en accéléré. Et là, c'est vraiment un très bon niveau. Voilà. Je le fais de temps en temps, ça marche bien, mais voilà. D'accord. Petite aussi question, puisque vous êtes donc une école, est-ce que vous avez une tarification particulière bon, pour entrer? Parce qu'on ne l'a pas évoqué, mais bon, ça fait partie des questions qu'on nous posera de toute façon le coup. Hein, Djibouti, comme n'importe quel pays, ça fait partie malheureusement des éléments et des freins parfois aussi pour faire des études supérieures. Donc, d'où l'idée, la nécessité de trouver des bourses et des financements. Est-ce que vous avez... Oui, pardon. Oui, Alors, non, voilà, je vous tout écoute. à fait. Alors, pour répondre à la question, effectivement, il y a une confusion, mais presque agréable dans le terme école, parce que la confusion, ça peut être de comparer l'école d'économie à une école de type privé. Or, pas du tout. Hein. Donc, on est bien dans le cadre universitaire de l'université Jean Monnet. Donc, les tarifs, ce seront les tarifs du service public, enfin, applicables. Il y a une distinction entre les frais de scolarité pour les étudiants français et les frais de scolarité pour les étudiants internationaux. Et il est quand même intéressant de préciser que l'université Jean Monnet adopte une politique assez particulière qui peut évoluer chaque année, hein, mais aujourd'hui, les étudiants internationaux bénéficient des mêmes frais de scolarité que les étudiants nationaux. D'accord. Ça peut Les frais, évoluer. Hein. les frais différenciés, oui, ils ne sont pas encore appliqués, donc c'est bien, bien Voilà. de le signaler aussi. C'est vrai qu'on le sait, hein, depuis maintenant 2018, fin 2018, cette nouvelle politique est arrivée. Alors on sait que beaucoup d'établissements puisent encore dans leur panier et au fond des tiroirs les sous qui malheureusement ne rentreront pas dans leur escarcelle. Donc merci à vous quand même de faire aussi encore cet effort. Je sais que ce sont des choses qui font partie des critères que les étudiants malheureusement aussi sont obligés parfois de sélectionner, c'est-à-dire de voir si l'établissement pratique encore l'exonération pour justement essayer, parce que voilà, nous avons conscience à Djibouti, c'était quand même c'est un petit pays, faire des études à l'étranger revient très utile même pour n'importe qui, n'importe quel pays du monde. Donc c'est vrai que ça fait partie encore parfois des petits critères de sélection. Petite aussi interrogation. Pardon. Je peux rajouter peut-être un point parce que les formations, enfin les étudiants ne payent pas le prix réel des formations. Ça peut être un peu troublant pour certains étudiants. On Voilà. le sait, on le précise, hein, une première année de licence universitaire, c'est environ 15 000 euros en coût réel et qui sont pris, bon, c'est le MESRI qui finance ça par tout le reste. Et après, dès qu'on rentre dans des spécialités, plus on monte, bien évidemment en études, plus ça chiffre. Hein. On sait qu'une année doctorale, c'est aux alentours de 40 000 euros. Voilà, donc c'est vrai que ça a porté beaucoup de confusion, on le sait, on a essayé de l'expliquer. Malgré tout, après, c'est vrai que, comme on dit, le moindre euro est parfois. Voilà, tout le monde fait attention à ses sous et faire des études à l'étranger. Alors, même si ça reste pas beaucoup, entre guillemets, 2700 euros ou 3700 euros, ça reste bien évidemment un coût minime par rapport au coût réel. Ça reste de toute manière très important pour un étudiant qui n'a pas énormément de ressources, donc d'où l'utilité de trouver des moyens de financement. Alors vous en proposez beaucoup énormément. On essaye nous aussi au niveau de l'ambassade de France ou des bourses locales et à Djibouti d'aider un maximum d'étudiants. C'est vrai que c'était bien de préciser qu'effectivement le terme école n'était pas forcément associé à du privé. Je pensais plus parce que bon, quand on parle de sciences politiques, par exemple, donc souvent on parle, voilà, c'est un autre cursus et ce sont des coûts un peu plus importants. Dernière petite question par rapport à moi, au niveau de la candidature, comment on candidate chez vous? Est-ce qu'on passe par études en France? Est-ce qu'on passe par e-candidat? Est-ce qu'on passe directement sur votre site? Quelle est la procédure si quelqu'un est intéressé pour candidater chez vous, que ce soit en licence ou en master? Est-ce que vous connaissez la procédure? Parcoursup pour la licence. Ou Parcoursup peut-être, si vous le savez. Alors, il me semble que Djibouti fait partie d'études en France. Donc pour oui, la procédure études en France depuis 2017, tout à fait. En France, hein. Voilà, donc on étudie les deux dossiers via la plateforme études en France. Très bien, d'accord. Voilà. C'est vrai que ça fait partie des choses à préciser.
Ouais. Et petite question pour niveau licence sur votre site, je pense que j'ai bien lu, il y a 2 parcours à l'international et un parcours standard. Ouais. Donc, ils vont postuler de la même manière parce que j'ai vu que pour le parcours international, ils passeront par Parcoursup. Et c'est sur accès sélectif. C'est pareil pour le parcours standard aussi, ils passent par Parcoursup ou bien Études en France quand vous venez Vous de parlez le mentionner. au niveau de la licence 1. Oui, Au niveau de la licence licence 1, 1. oui, c'est par Parcoursup. C'est par Parcoursup, oui. Ouais. D'accord. Au niveau de la licence 1, oui, pardon. Pour les autres niveaux, c'est au niveau de Parcoursup. Et attention aussi, ça ne sera pas possible de s'inscrire dans le parcours international en L2 l'année prochaine. C'est que le niveau 1 qui ouvre. D'accord. La formation L1 ouvre l'année prochaine et L2 international. L2. Dans 2 ans. Ou la rentrée suivante. Ok. Très bien. La troisième année, il y a un déplacement. La troisième année, dans ce parcours-là, les étudiants doivent partir. On demande aux étudiants de partir encore dans une autre université partenaire. D'accord. Donc effectivement, difficile d'arriver déjà en troisième année, puis de repartir. ça devient un peu, je vais pas dire compliqué, mais ça peut après effectivement prêter. Donc c'est vrai, pour vous, effectivement, il vaut mieux commencer par la L1, ou alors après arriver avec un autre parcours atypique. Par rapport au master, est-ce que vous avez des profils, des licences privilégiées pour intégrer votre master? Est-ce que même si effectivement vous l'avez expliqué tout à l'heure, vous étudiez effectivement tout le dossier, essayez de voir surtout effectivement les critères en mathématiques qui pouvaient être assez importants, mais est-ce qu'il y a par exemple vraiment des licences, tel type de licence que vous allez prendre par exemple à 50% parce que vous savez que c'est vraiment le profil type d'étudiant qui a les capacités pour réussir, ou est-ce que vous piochez un petit peu dans toutes les licences? On ne peut pas s'engager à prendre à 50% une licence parce que nos capacités d'accueil sont limitées. Dans les parcours, on aura autour de 15-20 étudiants par parcours, donc on sera 60 étudiants à peu près sur le master, sachant qu'il y a d'autres étudiants après des universités ou des écoles partenaires qui s'inscrivent aussi. Voilà. Donc on ne s'engage pas. Le profil type, c'est quand même des étudiants en sciences éco, des étudiants de sciences économiques qui représentent vraiment la très très large majorité, et qui ont fait quand même de l'économie théorique. C'est-à-dire pas des gens, à de rares exceptions, des étudiants qui n'auraient fait que de l'histoire de la pensée économique ou que de l'analyse économique, pourront peut-être intéresser le parcours conseil en développement territorial, mais auront des difficultés peut-être quand même, plus de difficultés à suivre le master 1. Donc, forcément. Ouais. Et on peut prendre aussi des étudiants en mathématiques. En mathématiques, pareil, on leur demandera des rattrapages en sciences éco, mais on accepte aussi des étudiants en mathématiques. Ça dépendra du parcours qu'ils réclament. D'accord. Très très bien, merci. Pas d'autres questions à mon niveau. Enfin, en tout cas, c'était un diaporama. Oui, une question sur le master data science. Est-ce que les étudiants peuvent faire le double diplôme comme mentionné toujours sur votre site, et c'est en partenariat avec que l'université du Québec ou avec les autres universités partenaires? Non, c'est la codiplomation, elle est uniquement avec l'université du Québec. Donc on offre une bourse de mobilité aux étudiants. Pour les étudiants étrangers. De manière, ça vous l'avez vu, il y a des bourses de mobilité pour les étudiants, mais plus particulièrement pour ceux, c'est une autre bourse à part, pour ceux qui voudraient partir au Canada D'accord. Et bien sûr, c'est limité. Tous les étudiants. Bien sûr.
Oui. Si tout le monde pouvait, si tout le monde pouvait partir, ça serait merveilleux, mais malheureusement, voilà, il y a, Dans quelques années, peut-être. voilà, comme vous le disiez, tout le monde a des capacités limitées, mais il faut quand même faire ressortir que voilà, il y a quand même une grosse volonté derrière d'accompagnement, d'encadrement, de vouloir bien faire pour les étudiants, qu'ils soient bien dans leur formation, qu'ils réussissent dans leur formation aussi, parce que voilà, il y a derrière, bon, il y a d'abord la licence, mais après le master 1, le master 2, éventuellement de la recherche en fonction d'eux, mais pas que. Voilà, c'est tout ça qui se met en place petit à petit. Et on sait que, je pense, tout le monde est de bonne volonté pour faire les efforts, afin effectivement d'augmenter les capacités. Aujourd'hui, c'est peut-être que 60, mais demain, on espère 80, et puis après ça, vous allez grossir, hein, comme toute université ou tout établissement. Voilà. Bon, en tout cas, pour moi, j'ai à peu près tout eu. Malker, je pense que tu as à peu près vu. Oui, Merci beaucoup merci à à vous vous. deux, voilà, d'avoir fait Merci à vous. cette intervention un peu au pied levé, hein, parce que c'est vrai qu'on a eu en quelques jours réglé ce petit webinaire. Enfin, en tout cas, nous, ça nous a permis d'enrichir un petit peu notre journée aussi, de proposer un domaine qui n'est pas forcément toujours représenté. On parle souvent de droit, de mathématiques, d'informatique, hein, mais voilà, l'économie, c'est aussi un domaine extrêmement important. Vous avez bien montré toute l'étendue des professions qui peuvent être après proposées ou choisies par les étudiants. Voilà, donc je pense que j'espère que ça donnera des idées ou inspirera peut-être de la réflexion, de la recherche. Et on ne sait pas, peut-être que l'année prochaine, vous aurez quelques candidats de Djibouti qui viendront, qui vous enverront des dossiers. Enfin, nous, voilà. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, on l'espère. Et en espérant, alors, déjà qu'ils vous envoient un dossier, puis après, vous les sélectionnez. Ça, c'est aussi le but de l'opération. Il faut commencer par un, et puis après, vous verrez, ils sont toujours plein de bonne volonté. Il y a beaucoup d'envie aussi, mais voilà, on verra comment ça se passe. Merci beaucoup. Si vous avez une dernière chose à rajouter, on vous laisse le micro, en tout cas. Non, pas spécialement. Mais bon, comme vous l'avez rappelé, voilà, c'est important, on ne fait pas de sélection sociale. Hein. On n'est pas une école privée qui veut que des étudiants riches, non, on veut des étudiants motivés. C'est plutôt nous qui voilà. Et voilà. Et le coût de la formation est plus, j'insiste quand même là-dessus, je répète, mais c'est plus élevé que beaucoup d'écoles privées. Bon, on en a bien conscience, voilà, mais c'est vrai c'est important. C'est vrai que vous êtes dans des spécialités après très particulières. Vous le disiez, vous avez beaucoup de professionnels aussi qui interviennent aussi, ce qui rend aussi les formations. Alors je dis pas que c'est pas parce que vous n'êtes pas professionnel ou simplement professeur ou fonctionnaire. Voilà, je suis pas là pour faire la guerre ou quoi que ce soit, ni ouvrir un débat. Mais voilà, c'est vrai que tout ça a des coûts, c'est des installations, il y a du matériel. Vous proposez aussi des bourses, donc ces bourses-là, il faut chercher aussi des financements. Donc voilà, on le sait que ce sont des gros efforts qui sont mis en avant et pour les étudiants, voilà, et qu'au final, effectivement, quand on paye que 170 ou 200 et quelques euros par an, ce n'est effectivement pas grand-chose et ça ne couvre pas. Mais c'est justement l'une des belles choses que la France propose. Ce sont des formations de très très grande qualité, très reconnues, très appréciées. C'est aussi pour ça que les étudiants veulent venir. Mais malheureusement, il faut aussi avoir le niveau adéquat, les formations, les compétences, l'envie pour pouvoir intégrer ces formations-là. Et voilà, on ne choisit pas la France juste parce qu'il y a de la lumière ou ça a l'air sympa. Non, il y a d'autres choses derrière aussi. Donc ça c'est important de le rappeler. Merci à vous deux pour votre intervention. Merci En vous à vous. souhaitant donc une belle rentrée, enfin un beau commencement, même si ça a un petit peu commencé depuis longtemps, mais voilà, une belle rentrée et n'hésitez pas à revenir nous voir, même à nous envoyer de la documentation, de l'information, on imprime ça, on met ça chez nous, voilà, ça c'est toujours intéressant et au plaisir peut-être de vous voir et si on fait quelque chose en présentiel l'année prochaine, bon, on verra peut-être pas mal d'invitations, on verra comment ça se passe. Voilà, merci à vous deux Merci à et au vous. plaisir en tout cas. Bonne fin de journée. Bonne fin de Vous journée, aussi, au revoir. au revoir. Au revoir. Au revoir.